Ce chapitre du programme est un chapitre tout à fait nouveau, parce que nous avions en sciences économiques et sociales des chapitres traitant de la protection sociale, mais celui-ci traite précisément du risque. C'est un chapitre qui permet de croiser l'économie et la sociologie. Le risque est la possibilité de survenue d'un événement indésirable, la probabilité de survenue d'un danger. Le risque est différent de l'incertitude, parce que contrairement à la situation d'incertitude, dans une situation de risque, la probabilité est connue ou au moins peut être estimée. Les risques auxquels on pense d'abord sont les risques économiques et sociaux. Ce sont les risques qui conduisent à une perte de revenus, ou à une augmentation des dépenses. Il s'agit du risque de perte d'emploi, du risque maladie, du risque accident par exemple. Mais il existe d'autres risques, les catastrophes naturelles par exemple, les catastrophes technologiques ou même le risque financier. La perception du risque et l'attitude face au risque est socialement construite. D'abord, il y a des perceptions différentes en fonction des risques eux-mêmes. Les individus ne se comportent pas de la même façon en fonction du type de risque et ne craignent pas les risques en fonction de leur dangerosité réelle. D'abord, les risques sont acceptés ou refusés, davantage acceptés ou davantage refusés, sans relation directe avec leur dangerosité réelle. Ainsi, par exemple, les risques volontaires sont relativement acceptés et moins craints que les risques involontaires. Et pourtant, ce sont les risques volontaires ou choisis qui ont un impact le plus fort sur la mortalité. Je pense par exemple à la consommation de tabac, à la consommation d'alcool, de drogue ou même aux excès de vitesse. En revanche, les risques involontaires sont bien plus refusés et ainsi les individus auront des exigences de sécurité importantes, par exemple lorsqu'ils prendront l'avion. Les individus ont tendance à s'habituer aux risques anciens et à redouter les risques nouveaux. Ainsi, plus le risque fait partie de notre existence, plus on fait avec le risque, on s'habitue avec le risque, on domestique le risque en quelque sorte. C'est comme ça que des millions d'individus vivent sur les pentes du Vésuve, alors qu'il s'agit du volcan le plus dangereux au monde. Par ailleurs, l'exposition et la perception du risque varient selon les groupes sociaux. Ainsi, les catégories plus favorisées sont moins soumises au risque que les catégories les moins favorisées. Je pense par exemple au risque de perte d'emploi, au risque d'accident, au risque maladie. Mais aussi, leur perception est différente parce qu'ils ont davantage confiance en la société et dans les institutions qui couvrent le risque. La perception du risque dépend aussi des valeurs. Si on prend par exemple le cas de la probabilité de risque nucléaire, une très faible probabilité de risque nucléaire sera jugée comme inacceptable par un militant écologiste, mais comme tout à fait acceptable et même négligeable par exemple un ingénieur travaillant dans une centrale nucléaire. L'attitude face au risque, les conduites à risque sont aussi différentes d'un individu à un autre. Globalement, les individus sont averses au risque, mais certains individus s'exposent au risque de façon volontaire, en connaissance de cause. On pense par exemple à certaines professions dans lesquelles le risque est inhérent au métier en question, voire même fait partie de l'identité professionnelle. Parfois même, la première exposition au risque est considérée comme une sorte de baptême du feu. Je pense aux militaires, je pense aux pompiers ou aux marins-pêcheurs. D'une autre façon, certains individus s'exposent volontairement au risque. C'est le cas par exemple des adolescents qui ont des conduites transgressives de façon d'exister, de façon à avoir l'impression de maîtriser leur vie, ou aux sportifs de l'extrême qui cherchent à se dépasser, à donner du sel à leur vie, ou alors aussi aux conducteurs imprudents qui s'exposent volontairement au risque en pensant qu'ils sont capables de maîtriser le risque.
Mais globalement, comme je le disais tout à l'heure, les individus sont averses au risque. Et on le voit par exemple avec les placements financiers. Le livret A ainsi a un grand succès, alors que la plupart des autres placements financiers ont une espérance de gain bien plus élevée, mais sont risqués. C'est justement parce que les individus sont averses au risque que la couverture du risque la gestion du risque permet d'augmenter le bien-être. Elle permet de donner davantage confiance en l'avenir, de favoriser la cohésion sociale. Ainsi, la couverture du risque, c'est plus de bien-être pour les individus, mais aussi plus de bien-être pour la société. Au niveau de l'entreprise aussi, la réduction du risque d'entreprise favorise les projets innovants. Et là aussi, plus d'innovation, c'est plus de progrès techniques, plus de croissance, plus de revenus à partager. Et donc là aussi, toute la société en profite. En revanche, la couverture du risque permet aussi de modifier les comportements. Et elle risque de les modifier parfois de façon négative. Parce que la couverture du risque peut conduire à une sorte de déresponsabilisation des individus. C'est le cas du conducteur qui va conduire imprudemment se sentant assuré, ou le cas de l'assuré maladie qui va dépenser davantage de médicaments, ou la situation de la grande entreprise, une banque par exemple, qui se sentant couverte, protégée par les pouvoirs publics, adoptera un comportement plus risqué. C'est ce que l'on appelle l'aléa moral. Il y a trois principales façons de gérer le risque. D'abord, le principe de prévention, qui passe par l'information du public et qui passe aussi par la réglementation. Il y a aussi la diversification du risque. La diversification du risque est une stratégie individuelle. Il s'agit de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, par exemple pour une entreprise de diversifier ses produits. La troisième principale façon de gérer le risque est la mutualisation des risques. La mutualisation des risques est basée sur la loi du grand nombre. Il s'agit en définitive de faire porter le risque sur le maximum de personnes possible. Ainsi, les sinistres n'arrivent qu'à quelques personnes et ce sont tous les cotisants qui, justement, par leur cotisation, payent les indemnités des personnes sinistrées. Donc, trois principes de gestion collective du risque et trois principales institutions qui gèrent le risque, qui couvrent le risque. La principale institution est très nettement la famille. La famille était même la seule institution à gérer le risque dans les sociétés traditionnelles et dans les sociétés peu développées. Dans les sociétés plus développées, la famille partage ce rôle avec les entreprises et mutuelles d'assurance et avec l'État, l'État-providence. Les entreprises et mutuelles d'assurance sont les institutions qui mutualisent le risque, mais elles ne peuvent pas le faire parfaitement ni totalement. Les pouvoirs publics sont indispensables parce que ce sont les seuls qui peuvent garantir les principes d'équité et de solidarité collective. Ainsi, les moins favorisés ne peuvent pas cotiser dans des entreprises ou des mutuelles d'assurance et ce sont les pouvoirs publics qui peuvent faire en sorte que certains de leurs risques soient couverts. On pense par exemple à la CMU, la couverture mutuelle universelle. Donc les pouvoirs publics permettent de mettre en œuvre une couverture des risques basée sur le principe de la solidarité collective. Et c'est ce que fait la protection sociale grâce à ses fonctions d'assistance et d'assurance.